Nous avons la joie et l'honneur d'être accueillis aujourd'hui par Madame l'ambassadrice de France près le Saint-Siège, Élisabeth Beton-Delègue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate de carrière. Vous avez été nommée ici le 10 avril 2019 après une carrière qui vous a mené dans différentes fonctions au Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, mais aussi d'abord en Irak, en Turquie, à Madagascar, en Éthiopie, et puis ensuite ambassadrice représentant donc la France au Chili, au Mexique et en Haïti jusqu'à votre nomination ici. Alors c'est une carrière avec des responsabilités importantes. Quand on est nommé ici, au Saint-Siège, c'est qu'on l'a demandé? Oui, absolument. Je veux dire, de toute façon, on a un système aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères où on émet des souhaits. Je dis bien des souhaits. Nous ne sommes pas dans un système contractuel, mais on émet des souhaits. Et parmi les souhaits que j'avais émis figurait effectivement le Saint-Siège. Et alors, c'est quand même, j'imagine, une ambassade un peu singulière. On va du reste en parler pendant cet entretien. Qu'est-ce qui vous pousse à émettre un tel souhait? La réponse n'est pas aisée parce que, comme vous le dites, c'est une ambassade totalement singulière. Et comme elle est singulière, au fond, on n'imagine pas vraiment, je dirais, le périmètre et le travail, si ce n'est que l'on comprend bien ce que l'on ne fait pas par rapport à une ambassade classique. C'est-à-dire que, évidemment, je n'ai pas à m'occuper de la protection des Français, dire, tout le volet consulaire ne relève pas de moi, je ne fais pas de diplomatie économique par définition, donc on resserre le champ et on est clairement dans la diplomatie d'influence. Le mot est peut-être un peu pompeux, mais dirais-je, tout ce qui permet de faciliter les contacts et de mieux se comprendre sur ce qui est malgré tout un axe principal, qui est la diplomatie. La diplomatie, qui aujourd'hui, je veux dire, dans un monde en total chamboulement, ne se décrypte pas peut-être aussi aisément que dans le passé. Mais forcément, les niveaux s'interpénètrent, c'est-à-dire, on sait qu'ici, le Vatican, c'est un État, il y a des représentations diplomatiques, de la même manière que le Vatican a des représentants dans les différents pays du monde. On peut signaler d'ailleurs que le nouveau nonce apostolique, puisque c'est son nom, Monseigneur Celestino Migliore, prend ces temps-ci précisément ses fonctions en France. Donc il y a un échange d'ambassades, comme avec un autre État, mais en même temps, ça participe aussi forcément de la relation entre la France et l'Église catholique. Le Saint-Siège, c'est d'abord le gouvernement de l'Église universelle. Alors, par simplification de langage, on dit c'est une petite ONU. Mais c'est un aspect absolument fascinant ici, c'est que vous rencontrez toutes les nationalités, vous avez le monde qui vient. Et donc vous êtes bien au-delà, si je puis dire, des quelques hectares de la Cité du Vatican. Ça, c'est une dimension, je crois, qui est fondamentale. Vous avez un endroit, vous avez un système, si vous voulez, qui a un réseau capillaire énorme que personne n'a, je veux dire, sur le monde entier. Je veux dire, plus d'un milliard de catholiques, des religieux et des laïcs. Je veux dire, donc une capacité, je veux dire, d'être sur le terrain, ce qui parfois manque, je dirais, aux diplomates que nous sommes, par définition. Et ensuite, vous avez cette petite machine, parce qu'en termes de ressources humaines, c'est une petite machine, qui est ici, qui concentre, si je puis dire, enfin, qui traite, à vrai dire, de l'intégralité des sujets de la planète. Et à mon avis, c'est une des plus grandes richesses, je veux dire, parce qu'avoir la chance, je veux dire, d'être toujours en éveil, si vous voulez, pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver les bons chemins, puisque moi je suis ici, enfin moi je suis la représentante de la République française, hein, c'est très clair. Et cette République, ben, il faut la faire vivre ici. La République, c'est pas uniquement, bien évidemment, le Quai d'Orsay, les administrations. La République, c'est dans la diversité, toutes les composantes de sa société. Et dans ce cadre-là, l'Église de France est une composante, et au-delà, hein, est une composante forte. Donc, d'où ça renvoie à ce que je vous disais précédemment, c'est quand même une fonction essentiellement de contact et de partage sur des grands sujets. Hein,
On va y revenir sur les points de convergence et puis éventuellement d'incompréhension qui peuvent exister aussi parfois. Mais restons un instant sur vous. On sent que ça vous intéresse. Particularité, vous êtes la première femme à représenter la France dans ce poste, mais vous n'êtes pas la première femme ambassadrice auprès du Vatican. Votre consoeur des États-Unis ou de Panama ont déjà féminisé la représentation diplomatique. Certaines depuis longtemps. Donc, d'une certaine façon, il était temps. C'est plus facile ou c'est plus difficile d'être une femme auprès du Vatican? Moi, je ne pense pas que ça fasse de grandes différences, sachant que les relations avec le Saint-Siège sont malgré tout codifiées et sont plutôt des relations comme on peut avoir, alors là, avec des diplomates. Je crois qu'il faut un peu tordre le cou, à l'idée que on va vous faire des confidences, on se fait des confidences entre hommes, comme on se fait des confidences entre femmes. Je pense que nos interlocuteurs sont des professionnels, si vous voulez, qui manient les relations comme il se doit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Alors, moi, tel que je l'entends, et je pense que je peux traduire aussi peut-être la perception ou le sentiment du petit groupe de femmes ambassadeurs, c'est évidemment une attention beaucoup plus soutenue aux femmes, et en particulier aux religieuses, qui, je dois dire, je le vois au bout de presque un an, je veux dire, pour un certain nombre, découvrent par exemple cette résidence, n'étaient pas venues, ou étaient venues uniquement pour le 14 juillet. Je le vois aussi, ça c'est quand j'ai des officiels, je pense on a reçu des parlementaires en fin d'année dernière, eh bien avoir un dîner où ils sont confrontés, où ils ont aussi des interlocutrices, c'est nouveau pour eux. Donc je pense que ça c'est un point vraiment important. Alors un intérêt vis-à-vis des femmes religieuses comme laïques qui sont à Rome ou qui passent par Rome, parce que les supérieures générales de congrégation, c'est extraordinaire. Je veux dire, elles vous ramènent les nouvelles du monde, et du monde, du vrai monde, du terrain profond. C'est aussi les sujets qui touchent les femmes. Donc on tombe sur les sujets violences faites aux femmes, la traite des femmes, la situation économique des femmes. Donc un éclairage peut-être particulier, mais qui correspond évidemment à ce qui nous porte naturellement vers elles. Continuons à poser le décor diplomatique. L'une des particularités de cette ambassade, c'est que peut-être pas sous forme d'ambassade formelle, mais c'est une des, sinon la plus ancienne relation diplomatique de la France. Absolument. Absolument. Ben oui, dès le XVe siècle, avec qui est évidemment une relation qui a épousé les rythmes et les soubresauts de l'histoire, et qui s'est fondamentalement transformée, ça va de soi. Donc c'est il y a un poids historique très très fort qui, d'ailleurs, je pense, ouvre un champ encore d'études très loin d'avoir été exploré aux chercheurs. Mais c'est une exigence. Je veux dire, être dans l'ambassade la plus ancienne du monde, c'est une exigence. Je veux dire, ça vous. Mais en même temps, ça ne doit pas vous, comment dire, vous contraindre ou vous faire vivre dans le passé. Je veux dire, on est aujourd'hui ici en 2020, voilà, avec un monde qui est celui de 2020, avec des défis qui sont ceux de notre époque, et par conséquent, il ne faut pas en faire un objet, si je puis dire, un objet de conservation historique, etc. Vous n'êtes donc pas gardienne de musée, mais vous avez une fonction qui s'incarne aujourd'hui. Néanmoins, elle s'exerce dans un lieu qui est tout de même superbe, qui nous accueille aujourd'hui, qui a lui aussi une histoire. Peut-être on peut en dire un mot quand même pour ceux qui nous regardent. C'est après la guerre que Vladimir d'Ormesson installe la représentation française ici. Voilà, donc que cette ambassade qui était auparavant l'ambassade d'Allemagne, et auparavant l'ambassade de Prusse, donc est acquise par la France.
et devient la résidence. Moi, je suis le 21e ambassadeur, je veux dire, qui a le privilège d'être dans ces lieux. Alors, c'est en même temps, cette ambassade, elle est aussi un repère, si je puis dire, dans les relations entre la France et l'Italie, puisque elle a été acquise au XIXe siècle, en 1815, par Pauline Bonaparte, qui a vécu 9 ans et qui a amené ici la touche française, la touche féminine, cet art aussi de la conversation et des salons. Donc il y a une petite filiation aussi. On le disait en commençant cet entretien, c'est une ambassade qui ne ressemble pas à une autre. Elle a des tas de singularités. On comprend bien d'abord la nature de l'interlocuteur auprès de qui vous êtes envoyé. Ça se traduit très concrètement aussi dans l'organisation de vos services. Vous avez un conseiller ecclésiastique. Absolument. Il y a deux ambassades dans le monde, enfin deux structures diplomatiques dans le monde qui ont un conseiller diplomatique. Ecclésiastique, ici et Jérusalem. Ça sert à quoi? Je crois, le conseiller ecclésiastique, c'est un lien par définition privilégié avec le monde religieux, que ce soit celui du premier cercle, si je puis dire, les pieux établissements qui sont nos églises françaises ici, que ce soit aussi celui de tous des Français ou francophones qui sont ici à Rome, dans les universités, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient de passage. Et puis c'est aussi quelqu'un qui vous apporte, qui vous aide, dire, dans un décodeur, le droit canonique, surtout cette culture religieuse approfondie, dire que nous ne sommes pas, qu'a priori, nous n'avons pas. Et alors, vous avez cité rapidement les pieux établissements. On aura l'occasion, dans un autre entretien, de faire connaissance très étroitement avec cet organisme si particulier, à travers son administrateur, le père Michel Kubler. Mais d'un mot, c'est donc une fondation, une structure qui gère des églises et qui dépend de l'ambassade. Pour employer un langage, dirais-je, contemporain, je dirais que c'est une forme de partenariat public-privé qui est extraordinairement intéressant parce que vous n'avez pas un vrai pouvoir d'autorité, donc on est dans la discussion, c'est plutôt comme un conseil d'administration, si vous voulez, on se réunit 4 fois par an. Les décisions sont prises collégialement, il y a une structure dessous, la députation administrative qu'on pourrait assimiler à un bureau qui travaille, et bien évidemment tout ce qui relève des activités culturelles n'appelle pas de regard particulier. Donc vous voyez, c'est plutôt une relation d'orientation, mais c'est en même temps extrêmement passionnant, parce que je le répète, on est dans du partenariat public-privé, qu'on a une responsabilité, alors cette fois-ci totalement partagée, c'est celle d'entretenir ce patrimoine extraordinaire, pas singulier, extraordinaire. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'ambassadeurs qui ont dans leur périmètre 3 sublimes Caravages. Mais ce qui veut donc dire aujourd'hui, et ça je pense que c'est le pouvoir d'orientation de l'ambassadeur, de dire attention en termes de sécurité, mesure incendie, est-ce que je peux vous aider? Donc on va aider. Et puis ce patrimoine qui est entretenu par les pieux établissements, il bénéficie aussi de l'aide de l'État français, et ce depuis des années, puisque le ministère de la Culture accorde une subvention annuelle pour l'entretien, et que tous les travaux sont supervisés par un architecte des bâtiments historiques, des monuments historiques, dire qui vient très régulièrement. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle du partenariat public-privé. Donc c'est assez intéressant de voir comment cette structure, je veux dire, un peu baroque, qui est vraiment héritée de l'Ancien Régime, aujourd'hui est finalement aussi recèle et moderne d'une certaine façon dans la façon de l'appréhender, parce qu'il est bien évident que je ne suis pas, comme l'était le cardinal de Bernis, ni un faiseur de pape, ni quelqu'un qui pouvait dire c'est comme ceci, c'est comme cela. Bien évidemment, c'est plus le cas.
Et vous avez mentionné le Centre culturel Saint-Louis. C'est aussi dans la mission de cette ambassade que de nourrir le rayonnement culturel. Absolument. Je dirais, alors là aussi, le Centre culturel Saint-Louis qui a été créé, je dirais, au moment où nous nous sommes installés ici, mais cette fois-ci par une immense figure, Jacques Maritain, le centre était là pour faire vivre l'échange, le rayonnement de la pensée religieuse et laïque française, religieuse beaucoup, et l'échange. Et il s'est ensuite, ce centre s'est adapté, je dirais aussi, à évoluer avec son époque, en prenant des fonctions plus classiques. Et donc il a aujourd'hui une fonction duale, c'est à la fois un centre culturel sur le modèle de ceux que nous avons de par le monde, qui est un vecteur de la francophonie, qui fait de l'apprentissage de notre langue, qui fait des activités éducatives et culturelles, beaucoup au profit de la jeunesse, du cinéma notamment, et puis toujours ce lieu de débat que nous essayons de faire vivre dans des conditions qui ont évidemment énormément évolué. Donc il faut aussi vivre avec l'air de son temps, mais c'est très important de garder, je pense, cette dimension d'être un lieu, enfin un espace d'échange et sur les grands sujets sociétaux qui ne manquent pas. Alors, vous dites souvent, quand vous définissez votre mission, que votre rôle, c'est de travailler à la compréhension mutuelle entre la France et le Saint-Siège. Il y a des points géopolitiques particuliers sur lesquels il y a des convergences objectives aujourd'hui entre le Saint-Siège et la politique extérieure de la France ? Je crois qu'on se retrouve quand même fondamentalement sur ce qu'on appelle les enjeux globaux, les enjeux de la planète. Laudato Si, l'encyclique Laudato Si, je veux dire, qui est là, je pense, le grand apport du pape François, je dirais, à la doctrine sociale de l'Église, je veux dire, qui repose les enjeux de l'écologie, la sauvegarde de la casa comune, de la maison commune, mais aussi de la place de l'homme dans un système de développement qui est devenu un peu fou. Là, je pense que c'est évidemment un domaine où nous nous retrouvons. Preuve en est d'ailleurs le travail étroit qui a été fait au moment des négociations de l'accord de Paris en 2015, où le Saint-Siège le pape a joué un rôle essentiel pour aboutir à cet accord. Aujourd'hui, cet accord, il est battu en brèche par certains et on se retrouve aussi, je pense, dans des démarches similaires qui sont pas toujours, qui pourraient être sans doute qui pourraient plus converger dans cette nécessité de refaire du multilatéralisme par en bas, si je puis dire, face à un multilatéralisme institutionnel qui est attaqué, de faire du multilatéralisme par en bas, c'est-à-dire par la création d'alliances multi-acteurs, multidisciplines. C'est le sens du pacte mondial pour l'éducation que le pape va lancer prochainement. Ça fait référence aussi, je dirais, au Forum pour la paix que la France avait organisé l'année dernière et où le Saint-Siège, à très haut niveau, puisque c'était Monseigneur Gallagher, était représenté. Donc je crois que là, vous voyez, dans cette construction d'alliance, alors moi je vais dire ça avec des mots tout simples, je veux dire de gens de bonne volonté. Vous n'arrivez pas avec votre signe distinctif religieux ou non religieux. Il y a là tout un champ qu'il est important de cultiver, et pour le cultiver, eh bien, il faut s'informer mutuellement, il faut partager, il faut réfléchir ensemble, et ensuite, ça peut déboucher sur des initiatives conjointes. Parmi les points de convergence, on pense aussi assez classiquement à la question de la situation des chrétiens d'Orient. C'est encore un point de réflexion commune auquel la France participe avec le Saint-Siège ? Nous nous retrouvons sur des points, enfin il me semble, sur par exemple un point fondamental qu'on trouve dans le document conjoint sur la fraternité humaine qu'a signé le pape François avec le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, c'est la mise en relief de la citoyenneté inclusive. La citoyenneté inclusive, c'est-à-dire que, quelle que soit leur religion, dans un État, les hommes et les femmes sont égaux, ont les mêmes droits. Je veux dire, ça ressemble quand même diablement à notre propre conception. Voilà une zone de convergence, alors qui n'est pas facile à mettre en place, hein. Nous sommes bien d'accord, mais qui est quand même un pas important,
je veux dire, dans l'approche des crises et du traitement au Moyen-Orient. Donc très concrètement, là c'est au plan des principes. Alors très exemple concret, nous avons eu récemment des consultations sur l'Afrique. Sur l'Afrique, donc sont passés en revue les crises, les points de crispation, qu'est-ce que vous faites, enfin, vous, Saint-Siège, ou je dirais les leviers dont dispose le Saint-Siège, quelle est votre analyse sur telle ou telle situation? Ça, c'est très concret. On a fait la même chose sur la question nucléaire, qui n'est pas un point total de convergence. Nous avons des consultations sur le sujet de la dissuasion nucléaire, qui sont évidemment des consultations qui très vite sont assez trapues, hein, je veux dire, les sujets laitants. Voilà, 2 exemples, si vous voulez, récents. Hein. Il y a aussi dans l'actualité des exemples de dissensions ou de tensions. Je pense par exemple à la discussion sur le projet de loi bioéthique, où l'Église catholique s'est exprimée à plusieurs reprises, mettant en garde sur certains aspects. Ça fait partie, vous, comme ambassadrice ici, des points sur lesquels vous devez travailler à cette compréhension mutuelle. Autrement dit, vous devez traduire l'intention des gouvernants français auprès du Saint-Siège et traduire les réticences du Saint-Siège auprès des gouvernants? D'une façon générale, quand même, le Saint-Siège n'interfère pas, je veux dire, dans un processus législatif ou réglementaire. Je dirais, il est extrêmement respectueux. Donc, ce n'est pas un débat qui est aujourd'hui sur la table. Et je ne peux pas dire, je mentirais en vous disant que c'est un sujet, si vous voulez, dont nous traitons. C'est un sujet que nous pouvons mettre à la discussion dans le cadre des colloques, du débat d'idées, si vous voulez, mais ce n'est pas un point aujourd'hui de crispation. Alors c'est peut-être un sujet que vous aborderez dans les couloirs avec les évêques français à l'occasion de leur passage, puisque je le disais en commençant cet entretien, ils vont tous venir ici, ils viennent tous ici au cours de ce mois de mars. Du reste, c'est aussi la vie de cette ambassade que d'accueillir à la fois des personnalités religieuses et civiles qui sont de passage et qui veulent avoir des contacts aussi peut-être avec le Vatican. Je dois dire que... je dirais la première intéressée à avoir des contacts, c'est moi-même, avec mes collaborateurs. Je veux dire, c'est une chance quand même extraordinaire de pouvoir avoir les visites ad limina, c'est-à-dire de pouvoir avoir le contact avec les évêques de l'ensemble de la France, hein, c'est-à-dire avec leurs problèmes, avec la richesse, je veux dire, de tous ces territoires qui vont exprimer aussi. Ça va être aussi l'occasion, évidemment, d'expliquer ce que nous faisons, parce qu'on n'explique jamais assez, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un peu mystérieux, cette affaire d'ambassade de France près de Saint-Siège. Mais c'est aussi, pour moi, un moyen de beaucoup récupérer, si je puis dire, de la matière vivante de cette Église, qui n'est pas... dans une France qui n'est pas, comme on le dit des fois un peu rapidement, devenue un désert religieux, etc. Et dans une Église qui, ayant elle aussi bien sûr ses difficultés, me donne à penser qu'elle continue d'être ce qu'elle a su être dans le passé, c'est que sur certains être un laboratoire. Bon. Et parce que c'est l'intelligence demeure, c'est-à-dire où en est l'Église de France. Voilà, moi c'est une question que je vais leur poser, et puis avec toute une série de sujets, je veux dire sans tabou, bien sûr. Alors on suivra ça et on suit ça de près évidemment. Le temps passe, on arrive bientôt au terme de cet entretien. Où en est l'Église de France? C'est évidemment une question. Moi j'ai aussi une question, c'est où en est la France au Saint-Siège? Où en est la langue française au Saint-Siège? Où en sont les grandes figures françaises? Est-ce que c'est un point sur lequel vous échangez avec les responsables de l'Église aujourd'hui? Bien sûr, je crois qu'on a aujourd'hui une nécessité d'être en action sur la promotion de la langue française, premier point, parce que celle-ci périclite, on peut dire les choses, elle a perdu du terrain, donc
Aujourd'hui, on est heureux de pouvoir donner des cours aux membres de la Curie, des cours de français. Je veux dire, ça c'est nouveau. On est heureux aussi d'avoir pu, avec l'appui des pieux établissements, nos collégialités, de pouvoir augmenter le nombre de bourses linguistiques. Mais c'est un combat. Et si on regarde la présence française, je veux dire, au sein de ce que j'appelle le réacteur, je veux dire, du gouvernement de l'Église, oui, on a aujourd'hui une présence française qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a été dans le passé. Alors, 2 dernières petites questions pour finir. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette mission depuis presque 1 an maintenant que vous la découvrez? C'est de choisir, sachant que nous avons malgré tout des moyens limités, c'est d'arriver à choisir ses priorités et à s'y tenir, alors que vous avez parfois envie de tout embrasser. Voilà. Je dirais c'est ça, et je le répète, je pense qu'il est vraiment important, je pense qu'un de mes rôles essentiels, c'est de favoriser les contacts avec toute la diversité de la société française, parce que la France, c'est ça, hein, bien sûr. Il y a les contacts politiques, bien sûr, mais il y a aussi toute la diversité. Ça, c'est très important. Je pense aussi qu'il faut que nous soyons ce que nous sommes, c'est-à-dire une France ouverte, une France qui parle avec tout le monde, une France qui qui sait mettre autour de la table des sensibilités différentes, des sexes différents, et puis qui doit apporter sa pierre, je veux dire, au débat d'idées, parce qu'on a besoin de penser. Et alors, qu'est-ce qui est le plus exaltant ? Oh ben, je crois un peu tout. Ce qui est exaltant, c'est de se dire qu'on finira sa mission en ayant accompli qu'un tout petit bout de ce qu'on avait envie de faire, peut-être. Et puis, c'est quand même un lieu extraordinaire de rencontre. Merci infiniment, Madame Botton-Delegue, d'avoir accepté de nous accorder ce temps et de nous avoir reçus dans cette belle villa Bonaparte. Merci infiniment. On continuera de suivre, évidemment, la vie de cette ambassade. Merci à vous de votre fidélité et de votre attention. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site internet www.ktotv.com. À bientôt.